une série de 9 photos de Man Ray, format, époque et tirage argentique. Bon, tout le monde connaît le photographe Man Ray en tant que membre du surréalisme. Et les surréalistes aimaient beaucoup les procédés qu'utilisait Man Ray pour justement suggérer la surréalité, pour suggérer un univers un petit peu étrange et merveilleux. Alors soit il pratiquait, comme on le voit ici dans ces 3 photos, la technique de la solarisation, qui consiste à exposer le négatif prématurément aux effets des rayons lumineux, ce qui permet d'avoir ces effets de, en quelque sorte, inversion des valeurs, puisque ce qui est noir devient blanc, ainsi qu'on le voit ici également sur les cheveux et la chaussette de l'athlète, ou derrière le portrait de ce mannequin là, qui s'appelle Natacha, et qui permet d'obtenir ce halo lumineux, qui donne évidemment une impression d'ombre blanche et donc quelque peu d'irréalité. On peut remarquer aussi que les cheveux blonds sont solarisés et donc donnent presque l'impression d'être absents, comme s'ils avaient disparu sous l'effet d'une chimio, quelque chose comme ça. Puisqu'on est sur ces 3-là, on peut dire un mot de la position des bras de Natacha, qui met évidemment en évidence l'ovale de son visage. C'est évidemment pas une position naturelle. On se demande même s'il ne lui a pas demandé de poser d'abord sur une plaque de verre et qu'il l'aurait contemplé en contre-plongée de dessous. Et donc ça accentue évidemment le côté artificiel de la photo, puisque évidemment elle n'a pas une pose qui est courante. L'athlète, c'est un petit peu la même chose. Déjà, on repère évidemment des jeux de modelage du corps par l'ombre et la lumière. On voit bien que la chaussette disparaît dans le fond grâce à la solarisation, mais surtout on se demande ce que vient faire ce bâton là sur lequel il s'appuie et qui le fait passer, je dirais, d'un statut d'athlète à la gréco-romaine, de corps sublimé, à une espèce d'infirme qui serait tenu par un bâton, un peu comme dans les tableaux de Dali, on a des béquilles comme ça. Et en même temps, ce qui est intéressant et qu'on retrouvera dans d'autres images, dans d'autres photographies, c'est le fait que l'athlète, ça renvoie évidemment à l'Antiquité et que le corps de ce personnage, qui est un slip, renvoie à une certaine modernité. Donc il y a souvent cette volonté chez Man Ray d'associer l'antique et le moderne, comme on le voit ici. Là, on le voit même d'autant mieux que si la tête suspendue, comme en lévitation, qui provoque encore un effet surréaliste chez Man Ray, relèverait de l'Antiquité, la poire, elle, renverrait évidemment à l'éphémère, renverrait au présent. Et donc, il y aurait un jeu ici entre l'ancien et le moderne, entre l'éternel et l'éphémère, que permet justement la photographie, puisque la photographie rend finalement éternelle par le fait qu'elle fixe une image, quelque chose qui n'est pas fait pour durer. Et puis on a ici la queue du violoncelle qu'on retrouvera dans d'autres photos et qu'on retrouve surtout dans la photo la plus célèbre de Man Ray qui s'appelle Violon d'Ingres et qui représente Kiki de Montparnasse nu de dos avec 2 ouïes de violoncelle à la place des reins ou des hanches. Et là on a l'impression que la queue du violoncelle joue un peu le rôle du buste absent et permet d'aller justement de ce visage antique à cette modernité suggérée par la poire. Sans parler du fait que, quand on connaît un petit peu le côté érotomane de Man Ray, c'est pas par hasard s'il a choisi la poire. Je suppose que c'est un rapport avec les seins en poire. Ici, on a un autre procédé qui est d'ailleurs le même que celui qu'on vient de voir, et qui est celui de l'assemblage d'objets. Alors, on a un portrait, évidemment, d'une jeune femme, jeune fille peut-être même, sévère, d'autant plus sévère qu'on a le buste de Man Ray derrière qui la regarde comme s'il la surveillait. Il y aurait certainement un symbole là aussi derrière, comme quoi le photographe fige pour l'éternité une image comme s'il s'agissait justement d'une statue. Et on voit que devant elle, elle a un assemblage hétéroclite d'objets. Alors, ce procédé d'assemblage d'objets est typiquement surréaliste. Ici, il est d'autant plus intéressant qu'il y a une main tranchée, alors en plâtre probablement, et une boule de cristal, qui sont 2 symboles chiromanciens.
Donc on a l'impression qu'il y a un côté peut-être prophétique chez cette jeune fille, ou c'est elle-même une chiromancienne, ou alors la question qui se pose, c'est de savoir ce qu'il va advenir d'elle. Le métronome, qui est un objet surréaliste très connu, avec l'œil en haut de l'aiguille, renverrait également à ce que j'ai appelé tout à l'heure le côté éphémère, c'est-à-dire le temps que va vivre cette jeune femme. Le bilboquet est probablement un symbole sexuel, mais enfin ça peut être aussi un symbole de domination du monde. Et on retrouve ça dans le polyèdre aux multiples facettes, probablement de verre, qu'on voit au premier plan, avec cette main qui se dirige vers le ciel, comme si elle attendait un don du ciel, en quelque sorte, comme si elle attendait quelque chose, comme si elle voulait saisir quelque chose de ce que le ciel renvoie. Ce qu'on remarque aussi, c'est que la plupart de ces portraits sont sur fond neutre et plus particulièrement sombre. Donc ils émergent du sombre. Alors ici, évidemment, avec valeur inversée, puisqu'il y a l'effet de la solarisation, mais ils émergent en tout cas d'un fond neutre qui donne une impression d'irréalité. Ce portrait dont j'ai parlé tout à l'heure de solarisation, là on voit le côté un peu sombre de Man Ray. Man Ray qui était un personnage quand même assez déroutant, assez complexe, très porté sur la perversion, sur le marquis de Sade, sur les femmes évidemment. Et comme on retrouve le violoncelle devant lui, et qu'on sait que le violoncelle pour lui c'est une femme, ou plutôt la femme est un violoncelle, on peut se douter que ce qu'il a mis devant son profil, là, ou ses trois quarts, c'est justement un buste, enfin, la forme stylisée d'un buste de femme. À la place des clés, il a mis des lampes. Et il y a également 2 interrupteurs de porcelaine sur la base de cette lampe. Voilà, donc on a un objet symbolique, comme les surréalistes aimaient en produire à partir des théories freudiennes. Alors Rose, c'est la vie, donc c'est le portrait de Marcel Duchamp. Alors là, on est plutôt dans une période dada. C'est une photo antérieure à toutes les autres. Elle est des années 20, alors que les autres sont des années 30. Et bon, c'est à la fois un hommage à Marcel Duchamp, bien sûr, et puis un jeu de dérision, que de transformer un homme en femme et de ne plus savoir à quel sexe on a affaire. Bon, on voit bien que Marcel Duchamp, ici, est paré de bijoux, porte certainement un manteau féminin, une perruque probablement et un chapeau. Et disons que c'est un petit peu un équivalent moderne et photographique de la Joconde, quoi, avec un regard et une esquisse de sourire peut-être énigmatique. En tout cas, un côté sombre, puisqu'on voit qu'un de ses yeux est laissé dans l'ombre. Puisque je parlais d'ambiguïté sexuelle à propos de Marcel Duchamp, on pourrait voir la même chose dans ce portrait dont on se demande s'il est masculin ou féminin. En tout cas, il est volontairement flou, c'est encore un procédé surréaliste utilisé par Man Ray pour provoquer justement l'onirisme, la surréalité. Il a un caractère érotique assez net pour qui sait bien regarder derrière l'image. Et puis surtout, il montre qu'une zone corporelle assez finalement connue de nous, suivant comment elle est filmée, comment elle est photographiée, ici en contre-plongée, eh bien elle devient méconnaissable et monstrueuse, quoi. Et différente en tout cas. Elle est métamorphosée en autre chose que son état normal. Voilà. Là, c'est un portrait de Dora Maar, la femme de Picasso. Il aimait beaucoup la photographier, d'abord parce qu'elle avait un ovale parfait du visage, ensuite parce qu'elle avait un air mélancolique. Mais moi, je trouve qu'à cette mélancolie s'ajoute un petit peu de perversion dans son regard, là, comme si elle préparait un mauvais coup. Et effectivement, le mauvais coup qu'elle prépare, c'est qu'elle finira par quitter Picasso, avec lequel elle est en quelque sorte menottée, aussi bien conjugalement qu'esthétiquement parlant, puisqu'il lui interdisait de faire de la photo et lui conseillait de faire de la peinture pour bien lui montrer à quel point il était supérieur à elle, et d'autre part par la bague ici qui laisse supposer qu'elle est mariée. Donc elle est un petit peu ici entre la prison du mariage et les menottes de l'esthétique que veut lui faire épouser Picasso, c'est le cas de le dire. Il nous reste, je crois, le portrait de cet accordéoniste-là, qui donc fonctionne, lui, par un autre procédé, qui est la surimpression, et en même temps par l'inversion, comme un jeu de cartes, quoi, une inversion de l'image, probablement avec des effets de miroir. Mais si on regarde de près, on se rendra compte que la jeune femme qui joue de l'accordéon
ne sourit pas dans la partie supérieure alors qu'elle sourit dans la partie inférieure. C'est-à-dire qu'il y a quand même un trompe-l'œil au niveau du montage. Et on peut considérer que l'accordéon, c'est un petit peu ses poumons, hein, c'est un petit peu son souffle, le souffle de la vie, un peu comme le métronome, on l'a vu tout à l'heure. Et d'autre part, il y a des jeux évidemment d'ombre et de lumière, puisque comme on le voit, il y a des parties qui sont éclairées et une partie du visage qui est laissée dans l'ombre. Donc l'ombre et la lumière, ce sont évidemment les deux matériaux avec lesquels travaille le photographe. Alors, Manuel Ocampo, c'est un peintre philippin. Alors, je ne dis pas que ça se voit, parce que bon, on n'est pas très, nous, au courant de la culture philippine, mais c'est vrai qu'il y a une manière un petit peu primitive d'aborder la peinture, ne serait-ce que parce que, par exemple, il n'y a pas de perspective, que tout est mis sur le même plan, voilà, qui nous fait songer que, effectivement, son côté philippin ressort, hein, son côté donc culture méconnue de notre part, mais plus emblématique que notre culture européenne, dont il récupère malgré tout un certain nombre d'emblèmes, hein, puisqu'on reconnaît ici la Statue de la Liberté, évidemment, donc une référence à l'Amérique, qui est quand même comment dire, le pays où la peinture a connu le plus brillant essor depuis ces 40 dernières années, 50 même on peut dire. Ici évidemment un symbole du capital, hein, avec cette espèce de virus, mais aussi en même temps ce chapeau qui rappelle le capitaliste, hein, dans les caricatures justement. Et puis au premier plan une espèce de vanité, hein, avec un serpent qui est peut-être un symbole, je dis un serpent mais c'est tout aussi bien un monstre du Loch Ness, enfin qui est un symbole qui peut-être renvoie à la culture philippine d'Ocampo, on ne peut pas savoir. Mais en tout cas, ce qui est facile à comprendre dans cette toile, si vraiment on veut chercher du sens, c'est que la liberté qui guide le monde sert surtout, évidemment, le libéralisme capitaliste, et qu'il ne faut pas oublier, il ne faut pas que ces gens oublient que, de toute façon, on finira tous hein, au tombeau avec donc le symbole de la vanité et du crâne au premier plan. La mort qui, en quelque sorte, nous dévorera la chair, c'est pour ça que moi, ces serpents là, qui sortent du crâne dévorera la chair et nous fera retourner au néant. Voilà. Sinon, au niveau pictural, comme on le voit, c'est très bad painting, avec des coulures, avec des passages de la couleur, mais presque coloriés. C'est volontairement brut comme peinture. C'est pour ça que je parlais d'ailleurs de culture philippine, hein, de quelque chose de primitif. Alors, dans la deuxième toile, c'est un petit peu la même chose. On a des éléments empruntés à divers univers, mais qui sont mis sur le même plan. Par exemple, là, on voit bien que c'est de l'infiniment petit, comme on dit aujourd'hui, là, du nanographique, du nanoscopique. On a des éléments à taille ou pratiquement à échelle réelle, et puis on a des éléments comme ça qui sont une image qui donc forcément réduit évidemment la réalité de la scène représentée. Et puis cette espèce de réseau là qui semble des vaisseaux sanguins, qui sont peut-être en rapport avec ces éléments nanoscopiques, voilà, qui seraient peut-être des prises de vue au microscope de ce que l'on contiennent en fait ces réseaux sanguins. Donc tout ça mis sur le même plan, tout ça avec cette espèce de goutte de sang là, donc ça confirmerait l'idée que ça a à voir avec un réseau sanguin. Cette espèce de goutte de sang qui ramènerait au même problème que celui qu'on a vu tout à l'heure dans la Statue de la Liberté, c'est-à-dire nous sommes faits de chair et de sang, hein, et donc nous sommes périssables. Peut-être que la peinture, c'est justement ce qui nous permet d'échapper temporairement au périssable. C'est peut-être ce que veut dire Ocampo. En tout cas, une peinture assez brute, hein, qui n'est absolument pas dessinée, qui est au contraire très relâchée, hein, et qui essaie de conjuguer, on le voit avec cette scène un petit peu bourgeoise, hein, qui essaie de conjuguer les représentations de type européenne aux représentations de type primitive du pays d'origine de Ocampo, qui est les Philippines. Donc. Alors bon, au XXe siècle, disons depuis une cinquantaine d'années, c'est vrai que la peinture a perdu un petit peu de ses prérogatives, et c'est étonnant de voir un artiste comme Luc Andrier dans
fonds régionaux d'art contemporain. Et c'est un peu comme ça d'ailleurs que moi j'aurais tendance à interpréter ces deux tableaux. Alors bon, il semblerait que ce soit un autoportrait, hein, que ce soit ici ou que ce soit ici. Ici c'est plus indécis, moi j'avais pensé que ça pouvait être une femme hein, à cause de la coiffe. Mais bon, c'est vrai que la tenue donne l'impression effectivement qu'on a affaire à un peintre hein, avec ce vêtement noir hein, qui est typique des peintres notamment du 19e siècle. Alors ce qui m'intéresse, moi, bon, d'une part bien sûr c'est le fond neutre, qui donne l'impression donc que la créature n'existe que dans le cadre du tableau, même s'il y a un référent réel qui serait évidemment l'artiste lui-même. Mais à partir du moment où il est mis dans ce fond coloré neutre, on a l'impression qu'il acquiert une nouvelle dimension, une dimension picturale. Et moi ce qui m'étonne, c'est ce geste qu'il a, avec ses mains gantées, de, en quelque sorte, venir sur le teint théaïenne de la surface du tableau. Et donc on a l'impression qu'il veut sortir du tableau pour venir vers nous. Voilà, comme s'il n'était pas à l'aise dans ce territoire en quelque sorte, dans cette cage en quelque sorte dans laquelle on l'a mis. Et de ce point de vue-là, ça aurait une dimension métaphysique. Hein, voilà, je pense qu'on peut le voir comme ça. Ça pose la question de la condition de l'homme en quelque sorte dans la cage qu'est son existence ou qu'est son univers ou qu'est tout simplement notre voyage sur Terre. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que si on l'interprète comme ça, on voit ici le même artiste donc qui fait son autoportrait, mais cette fois-ci avec qu'est-ce qui est un sourire. Et donc, moi, j'aurais tendance à interpréter le jeu de ces deux toiles comme les deux aspects de la peinture aujourd'hui. Hein, on sent qu'il y a comme un regain d'intérêt pour la peinture. C'est peut-être pour ça que le peintre ici, faisant son autoportrait, sourit. Hein, alors que, évidemment, on a tout fait pour l'enterrer en quelque sorte. Hein. Et donc, un artiste qui pratique la peinture se sent peu à l'aise dans un média qui, aujourd'hui, est plus une entrave à la réussite, hein, une cage dont on peut difficilement sortir, où on vous marginalise. Et là, ce serait plutôt cette toile que j'interpréterais comme ça. Alors, ça tombe bien qu'on voit l'ombre de ces sculptures, de ces bustes, sur le tableau de Luc Andrié, parce que, effectivement, Denis Savary était l'élève de Luc Andrié, et donc a voulu lui rendre hommage, hein, c'est l'élève qui rend hommage à son maître, en utilisant cet autoportrait pour le réaliser en quelque sorte en relief, et pour en faire des sculptures. Alors il en fait des bustes. Hein. Normalement, le buste, c'est ce qui se met sur la cheminée, ce sont en principe des bustes de gens célèbres, ou de personnages de l'Antiquité. Là, on a quelqu'un qui est la figure d'un artiste, parce que ça vient de autoportrait. Donc ça donne l'impression que l'artiste a remplacé en quelque sorte les héros de l'Antiquité. Hein. Et donc il y aurait de ce point de vue-là une modernisation du thème du buste. Par ailleurs, ils sont exposés un petit peu de manière, bon, certes hiérarchisée, mais en tout cas ils ne sont pas alignés, hein, ils sont posés là de manière quelque peu anarchique, et donc on peut les mettre un petit peu à tous les étages, hein, le plus près du sol, comme dans certaines sculptures aujourd'hui qui flirtent avec le sol, hein, et puis d'autres au contraire qui sont érigées hein, le plus haut possible, parce qu'après tout c'est la fonction de la sculpture que de s'ériger dans l'espace. On peut dire également que ce sont, moi j'appellerais ça des variations sur le thème du sourire ou de la grimace. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est important dans ces sculptures, c'est la façon dont est traitée la bouche. Hein, qu'elle soit un petit peu comme dans les masques antiques, hein, le masque de la tragédie ou le masque de la comédie, en train de se fermer, comme c'est le cas ici, ou au contraire en train de sourire et donc de s'ouvrir, comme c'est le cas là-haut ou un peu plus bas. Hein, donc il y a un côté comme ça, peut-être rappel hein, de la comédie humaine, de la tragédie humaine à travers ces bustes, mais du point de vue d'un personnage contemporain, et pas du point de vue de héros de l'Antiquité ou de héros de l'histoire. Bon, chacun sait que les fils tuent les pères, hein, ce qui veut dire que toute génération a besoin pour exister de, en quelque sorte, prendre le parti opposé à la génération qui l'a précédée. Alors c'est d'autant plus vrai pour les artistes qui ont tendance effectivement toujours à se situer par rapport aux artistes qui les ont précédés et dont ils se démarquent pour trouver leur propre originalité. Alors Laura Paperina, elle est partie de ce principe. Elle a choisi un certain nombre d'artistes
qui sont des stars, il faut bien le dire, de l'art contemporain actuel, et, ou en tout cas des références, hein, puisque certains sont morts, comme Joseph Beuys ou Gina Pan. Mais donc, elle a décidé de, en quelque sorte, les tuer pour peut-être à la fois trouver sa voie et peut-être trouver sa voie justement à partir de la destruction et à partir de la dérision, en attendant peut-être de trouver quelque chose de plus constructif, comme les dadaïstes par exemple, qui sont devenus surréalistes. Alors évidemment, elle est partie des œuvres les plus célèbres de chacun de ces artistes. Bon, par exemple, Joseph Beuys, que l'on va voir maintenant, ça tombe bien. Donc c'est l'homme qui a voulu dompter un coyote dans une galerie de peinture, couvert de son manteau de feutre pour se protéger, avec son bâton de chaman. Voilà. Et là, elle va imaginer que ce coyote, en fait, mange Joseph Beuys, ce qui est une manière, pour Laura Paperina, de tuer l'artiste en le tournant en dérision. Gina Pan, qui était une artiste du body art, qui se scarifiait le corps pour faire justement une œuvre physique, en quelque sorte, une œuvre corporelle, va être découpée en morceaux par une lame de rasoir. Bill Viola va s'arroser d'essence et donc devenir évidemment un corps combustible, un peu comme Jeanne d'Arc, ce qui est évidemment tourné en dérision les vidéos sur le déluge ou les vidéos sur l'incendie, hein, dont il est coutumier. On peut citer encore Paul McCarthy, qui fait beaucoup de références sexuelles dans ses œuvres, et qui a sodomisé un tronc d'arbre et qui va se retrouver ici foudroyé par un orage soudain. Bon, il y en a comme ça une dizaine, et je crois que ce ne sont pas les seuls. Paperina est tout à fait capable de faire le tour de l'ensemble des artistes de l'art contemporain qui sont les phares de la modernité. Et j'en donnerai pour preuve que Damien Hirst, qui se retrouve dans la seconde vidéo qu'on verra tout à l'heure. Alors la différence entre Brain Dead et How to Kill the Artist, c'est que dans la première vidéo qu'on a vue tout à l'heure, c'était une série de petits films, de très très courts métrages, donc chacun d'une minute consacré à un artiste. Alors que là, on a un film qui a une certaine histoire, qui a une certaine linéarité. Hein. Alors, il est question de cerveau, comme on le voit là, et le film a une structure cyclique, c'est-à-dire que le cerveau qu'on voit au début, on le retrouvera à la fin. L'idée, c'est un petit peu la même que celle qu'on a vue dans Comment tuer les artistes, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, ce sont toutes les personnalités du milieu de l'art contemporain, que ce soit les collectionneurs, que ce soit les sponsors, que ce soit les artistes, bien sûr, les créateurs, ou que ce soit les directeurs de musées, et bien tous vont petit à petit se faire dévorer jusqu'à l'apocalypse finale. Voilà, où tous les musées de New York en particulier vont être détruits, sous la baguette en quelque sorte magique de l'artiste, hein, Laura Paperina, qui va intervenir à la fin pour s'automutiler et pour montrer que tout ça n'est sorti que de son cerveau en quelque sorte, le cerveau que justement on a vu au début. Alors, je crois qu'il faut se laisser porter par la magie un petit peu enfantine des images, et puis voilà, retrouver un peu une âme d'enfant devant un dessin animé, se laisser porter un petit peu par l'esprit iconoclaste de l'artiste, et par les références tout à fait à même de réconcilier les générations, les petits comme les grands, quoi, de 7 à 77 ans.